On va parler mémoire aujourd'hui. J'ai la meilleure personne pour en parler. Rénal Ouellette, bonjour. Salut. Alors maintenant, maître de tradition vivante, maître de la mémoire aussi, je pense. Oui, oui, c'est ça. Bien, ça, c'est un prix qui m'a été décerné par le Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est une reconnaissance pour les musiciens. Il y a les musiciens, puis également les conteurs qui sont là-dedans, les métiers d'art traditionnels aussi, c'est un prix de reconnaissance d'une carrière. Puis c'est des gens qui ont accumulé de la mémoire, justement, durant toute leur vie, pour pouvoir la transmettre. Oui, c'est important, la transmission dans tout ça aussi. Et on en parlait justement avant d'entrer en ondes. La transmission, ça a été pour vous la transmission, entre autres, du Carrefour mondial de l'accordéon. Vous vous êtes retiré tranquillement. C'est ça, oui. Bien, depuis une année maintenant, j'ai pris une retraite complète là, du Carrefour, à la fois aussi également de l'école de musique, du musée de l'accordéon. J'étais rendu, je pense que c'était le temps là, dans ma vie de prendre une pause après avoir travaillé pendant plusieurs années consécutives. Puis c'est ça, j'ai transmis mon savoir à Catherine Couillard, qui maintenant dirige le Carrefour mondial de l'accordéon. Puis en plus, il y a notre ami Steve Normandin qui est venu l'appuyer au niveau de la direction artistique. Puis là, Catherine s'est monté une bonne équipe, fait que ça va bien. C'est ça que c'est rassurant quand tu as travaillé pendant une trentaine d'années dans un organisme, à le faire vivre, le faire s'épanouir, grandir, puis de voir qu'il y a une continuité à ça. C'est ça qui est vraiment valorisant. Pour le prix de maître de tradition vivante, pour ce programme-là, on vous demandait de faire justement, de montrer un exemple de passation de la tradition. Et pour ça, vous avez fait un concert. Déjà, c'est en 2021, je crois. Oui. Et c'est un peu ce que nous suit parce que, bon, j'ai commencé un peu vite, là, mais hier, c'était la première du documentaire sur M. Ouellette, justement. En fonction de ce prix-là, il fallait faire un documentaire, il fallait montrer, faire une preuve de cette passation de tradition vivante. Bon, pour les gens ici, c'était pas compliqué de le savoir, mais il faudrait le montrer au reste du monde aussi, question de vous faire connaître. Et c'est ce concert-là, dans le fond, qui a été mis sur pied, qui a tout lancé, là. Tout à fait. Quand j'ai reçu le prix, il m'avait demandé des suggestions de projets que je voulais faire. Puis une des suggestions que j'avais fait, c'était de présenter un concert d'accordéon, mais avec plusieurs accordéonistes, pour démontrer également aussi l'aspect de la transmission, de l'apprentissage de l'accordéon. Ça fait que moi, j'ai appris le répertoire de musiciens traditionnels qui ont été généreux envers moi. Et là, je suis en train je le transmets à un de mes élèves qui s'appelle Alexandre Patry, qui joue très, très bien, qui est très bon. Donc, il y a une continuité. Puis, il y a mon ami Sabin Jacques qui habite pas loin d'ici, à Beaumont. Puis lui, il a fait le même processus un peu. Dans sa famille, il y a un oncle qui jouait de l'harmonica, lui, de son côté à lui. Puis il y a son ami Mathieu Baillargeon, maintenant, qui a côtoyé Sabin puis qui a appris des choses avec Sabin. Fait que c'est ça qu'on voulait démontrer, que ce répertoire-là, bien, il vient dans quelque part, puis il va continuer dans le futur. Ça fait qu'on a décidé, là, on s'est rassemblés les quatre avec Rachel Aucoin, la conjointe à Sabin, qui est une pianiste extraordinaire. Mm-hmm. Donc, on a travaillé ensemble, mais pendant une année, c'était un beau projet. C'est le fun d'avoir du temps de réaliser des projets aussi, puis d'avoir les moyens aussi, puis tout ça. Puis le Conseil québécois, puis le Carrefour mondial de l'accordéon nous ont donné ces moyens-là. Fait qu'on a pu travailler pendant une année à monter ce concert-là, choisir du répertoire. Puis vraiment, chaque pièce a été sélectionnée en fonction de, c'est quoi la valeur de cette pièce-là dans la musique traditionnelle du Québec d'aujourd'hui. Puis pour pouvoir justement démontrer toute la richesse aussi, les différents styles, différents rythmes de musique. Donc, c'était un beau projet. Puis avec Gilles Pitt, qui était le coordonnateur du projet au début, du Conseil québécois du patrimoine vivant, Gilles me dit, ça serait le fun d'avoir une trace de ça, d'avoir un vidéo. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, c'est une très bonne idée, ça. Fait qu'eux se sont occupés de ce volet-là, de monter une équipe qui nous a suivis pendant notre parcours, pendant les répétitions. On a fait des pré-entrevues. C'est Renaud de Repentigny qui est le réalisateur. À un moment donné, Renaud, je le trouvais tannant parce que il m'a fait une entrevue, je pense, qui a duré 2 heures et demie au téléphone. J'ai fallu que je compte ma vie à l'endroit puis à l'envers. Ça fait que là, à un moment donné, je trouvais que c'était lourd, mais ça a rapporté parce que Renaud, il a bien ciblé le message qu'on voulait passer dans le documentaire. Donc, il a fait beaucoup de tournages, puis tout le monde a été généreux. Puis à l'autre bout, c'est ça. Il y a eu le petit bébé du documentaire là, qu'on a pu visionner hier soir. Une trentaine de minutes bien intenses. Oui.
tout est là, je pense, quand même. Hein? C'est bien fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a surpris parce que Renaud avait tellement pris d'images, il aurait pu avoir plusieurs angles, plusieurs axes pour le documentaire. Puis finalement, il a vraiment été chercher ce que nous autres, on voulait, c'était la transmission du répertoire, puis tout ça. Mais il a fait un gros travail parce qu'il a vu qu'il avait tourné beaucoup d'images. Il a fallu qu'il lui fasse le ménage là-dedans pour aller chercher les bons points, les bonnes images, le bon discours, puis en même temps, qu'il y ait une trame, qu'il y ait un ordre là-dedans. Fait qu'on commence quand j'étais jeune, à aller jusqu'à maintenant. On veut retourner peut-être justement quand vous étiez jeune. Comment ça a débuté, cet amour de l'accordéon? Moi, souvent, c'était un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, à l'âge de 2 ans et demi, mes parents habitaient à Montréal, puis un de mes oncles ici à Montmagny, Pierre Labrec, qui pensionnait chez mes parents. Puis lui, pour se désennuyer, il avait emmené son accordéon. Fait que le soir, il me jouait de l'accordéon à tous les soirs quand il finissait de travailler pour m'endormir. Puis là, ça me restait dans l'oreille. Puis à un moment donné, son accordéon était par terre, puis j'ai pris l'instrument, puis j'ai joué une pièce, mais spontanée comme ça. Puis la pièce, c'était une mélodie, c'était une chanson d'Elvis Presley qui s'appelle « Don't Be Cruel ». Puis moi, je suis né en 1956, fait que c'était en plein dans l'année que c'était un succès à la radio. Donc, probablement, je l'avais entendu à la radio, cette pièce-là, puis là, je l'ai joué à l'accordéon. Fait que tout le monde a resté surpris. Puis là, c'est là que tout a démarré. Mon oncle Armand, qui était le propriétaire de l'accordéon, m'a donné son accordéon en cadeau, puis ainsi de suite. Ça a tout le temps été comme ça. Puis là, moi, quand j'étais plus jeune, je venais... on habitait à Montréal, mais je venais toujours passer mes vacances à Montmagny. Les vacances scolaires. L'été, à partir de Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à la fête du travail, on était à Montmagny. Les fêtes de Pâques, à Noël, l'Action de grâce. Nous autres, Montmagny, c'était vacances. Fait que c'était synonyme de vacances. Fait qu'on venait à Montmagny. Fait que là, j'allais voir mes oncles, puis tout ça, qui avaient des accordéons, puis ils me prêtaient leur accordéon, puis je jouais l'accordéon, puis je les écoutais quand ils en jouaient aussi de l'accordéon. Donc, j'ai été imprégné de ça, puis j'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Puis par la suite, quand il y a eu des choix au niveau scolaire, on rencontre des orienteurs, puis tout ça, puis c'était vraiment ma passion, c'était la musique. Fait que là, les orienteurs ont dit, tu peux te diriger en musique. Je pense que tu as l'intérêt vraiment pour ça. Mais au niveau scolaire, l'accordéon diatonique, il n'était pas enseigné. Mais non. Fait que je ne pouvais pas prendre de cours d'accordéon. Donc, je me suis, à un moment donné, en parascolaire à l'école, il y avait un orchestre, un petit orchestre symphonique. J'avais commencé, j'ai joué du trombone dans cet orchestre-là. Puis par la suite, j'ai transféré au violoncelle. Puis je me suis inscrit au Cégep Saint-Laurent en violoncelle. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes études musicales. Fait que là, j'ai appris le violoncelle. Puis, mais par contre, la passion de l'accordéon m'est toujours restée. Fait que par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres de l'accordéon ici au Québec. Là. Premièrement, Marcel Messervier, ici de Montmagny. Oui. Yves Verrette, qui était à Lac-Saint-Charles. Gérard Lajoie. J'ai rencontré plusieurs personnes. Là. Philippe Bruno à Montréal, des personnes marquantes qui, eux, ont été très généreux avec moi. Ils m'ont laissé les écouter de proche puis de les rencontrer. Puis vu que j'avais quand même du talent, eux, ils étaient fiers aussi de me montrer ce qu'ils savaient. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai grandi mon répertoire. Puis après ça, on s'est parti un groupe de musique. C'était dans les années 70, 75, dans ce coin-là. C'était la prise de conscience du peuple québécois, puis on était fiers d'être Québécois. Le retour à la tradition, à la modernité. Oui, c'est ça, effectivement. Ça fait que là, le groupe, on a eu du succès tout de suite. On a été invités. C'est le genre de choses qu'on ne planifie pas à l'avance, mais au début, on jouait surtout dans la région de Montréal, mais à un moment donné, on était invités. On allait jouer à Toronto, à Edmonton, Calgary, à New York. Fait que là, comme ça, avec le groupe Héritage, pendant 6 à 8 ans, on a voyagé beaucoup. On a fait toute l'Amérique au complet. Fait que là, j'ai pris beaucoup d'expérience aussi. On a fait de la télévision, j'ai accompagné des compagnies de danse. Fait que là, j'ai appris le métier de musicien, mais en le faisant. Mm-hmm. Fait que ça, c'était aussi une belle aventure. Puis par la suite, j'ai décidé de revenir à Montmagny, m'établir à Montmagny vers 1988, à peu près dans ces années-là. Puis là, c'est là qu'on a eu l'idée de démarrer le Carrefour mondial de l'accordéon, parce que les gens du milieu voulaient faire un développement touristique. Fait que là, on s'était dit, nous autres, on aurait une bonne idée parce que j'avais participé à beaucoup de festivals partout à travers le Canada puis les États-Unis. Fait que on a dit, on pourrait démarrer un festival de musique, mais axé sur l'accordéon, autour de l'accordéon, puis
pas juste au niveau de l'accordéon traditionnel, c'est d'amener tous les différents types d'accordéons, que ce soit l'accordéon piano, chromatique, bandoneon. Donc, justement, ça, c'est pas le diatonique. Ça, c'est un clavier chromatique. Fait que pour démontrer la richesse de cet instrument-là, puis en même temps, l'objectif, c'était de positionner la musique traditionnelle du Québec sur la même scène, avec les mêmes conditions, qu'un grand artiste qui interprète du musette ou du jazz ou du pop. Peut-être pour enlever l'idée des gens que l'accordéon, c'était juste pour dans les maisons, pour les parties de jour de l'an? C'était pas vraiment le thème. Non. Souvent, les gens me disent ça, puis moi, je leur dis, ben moi, nous autres, chez nous, c'est le jour de l'an, puis le Noël à toutes les semaines, là, parce qu'on ne jouait pas juste à Noël pour le jour de l'an. C'était surtout pour donner des lettres de noblesse à ce répertoire-là, puis ce type d'accordéon-là. Bon, c'est les petits accordéons diatoniques, 10 touches. Dans l'histoire de l'accordéon, c'est les premiers modèles qui ont été développés. Par la suite, l'accordéon a été perfectionné. Fait que c'était pour démontrer ça aussi, l'évolution de l'accordéon dans le monde et dans le temps. Parce que c'est un accordéon, l'accordéon diatonique, si je ne me trompe pas, qui se transportait plus facilement. Est-ce que c'est lui qu'on retrouvait sur les bateaux que les marins ont amenés par ici, justement? Ça, c'était les concertinas, surtout. Les concertinas, oui. OK. Ça venait d'Angleterre. Oui. La concertina voyageait beaucoup. Mais l'accordéon diatonique, c'est que c'était des instruments qui étaient pas chers. Au début du siècle dernier, tu pouvais te commander, il y avait dans des catalogues Sears, tu pouvais te commander un accordéon parce qu'il n'y avait pas de magazine de musique à cette époque-là. Mais ça coûtait 2 $2,50 par la poste, l'accordéon arrivait. Puis ça, dans ce temps-là, c'était avant l'électricité, là. Ça fait qu'imagine quelqu'un qui avait un accordéon et qui réussissait à le maîtriser, là, ça mettait de la vie et de la joie dans une maison. Absolument. Fait que ça, cet instrument-là était associé beaucoup à la fête. Ça prenait moins de place que le piano aussi. Aussi, également. Puis moins besoin d'entretien. Le coût il était beaucoup moins cher aussi. Bien, justement, vous êtes, au fil du temps, devenu aussi un fabricant d'accordéons. Un facteur, comme on Oui, dit. facteur d'accordéon. Ouais, au début des années 90, avec Sylvain Vézina, ici de Montmagny, on a décidé de fabriquer des accordéons parce que j'avais des besoins, moi, pour un accordéon, plus de concerts. Ça fait que on a développé un modèle. Ça a pris quelques temps. La première année, là, il a fallu travailler fort. Mais pour arriver à un instrument vraiment à mon goût. Puis tout de suite, je suis parti en tournée au Danemark avec un accordéon. Puis déjà, on a eu de la demande. Fait que moi, je profitais de mes voyages. Je faisais à la fois, j'étais engagé pour aller donner des concerts. Puis en même temps, je leur disais, chez nous, on a un festival d'accordéon. Puis on a également un musée. Puis on a des fabricants d'accordéons. Vous avez été un grand ambassadeur pour Montmagny, pour le Carrefour mondial, pour le Québec, pour le Canada aussi, avec l'accordéon. Là. Oui, mais pour moi, c'était vraiment un plaisir. Parce que de faire connaître la richesse de la tradition de chez nous, ça, c'était vraiment... Pour moi, c'était valorisant. Ça me faisait plaisir de le faire. Puis ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires partout. Je regardais ça l'autre fois, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Là. Je regardais dans mes archives dernièrement, puis j'ai voyagé dans une trentaine de pays. Ça fait que puis ça, c'est juste grâce à l'accordéon et puis la musique traditionnelle du Québec. Vous parlez beaucoup de tradition, de musique traditionnelle du Québec. Puis je pense que vous avez fait un beau travail d'anthropologie, là, une fouille pour ressortir les pièces, justement, pour remettre de l'avant beaucoup les gens qui vous ont appris l'accordéon, mais les gens dans la région ici immédiate et même un peu plus large. Là. Bon, oui, il y a le répertoire. Puis aussi, pendant quelques années, je me suis intéressé énormément aussi. J'étais en contact avec des collectionneurs de disques, 78 tours. Puis ça, c'est une race à part. Hein. Ces gens-là, c'est vraiment des collectionneurs de disques. Exemple, la compagnie Victor, la série 263 000 en 78 tours, là, les anciens qui tournaient, puis c'était des disques fragiles, là, cassants. Oui, mais c'est presque en verre, c'est très, très épais. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai rencontré des collectionneurs, Gabriel Labbé à Montréal, puis il y avait un monsieur Vaillancourt qui habitait à Laval aussi, qui était... Puis lui, c'était vraiment un phénomène parce que quelqu'un nous avait donné son contact. Là, on a communiqué avec lui, puis avec Marc Benoît, un musicien qui est un contrebassiste avec qui on travaillait dans le temps. Et on est allé le rencontrer. Puis là, ce monsieur-là, c'était un monsieur très sérieux. Puis là, il nous a fait descendre dans son sous-sol, puis c'était tout bien fini. Puis il y avait un beau gramophone dans le coin. Puis là, on jase. Puis là, ça, moi, je disais, j'ai un intérêt pour la musique traditionnelle du Québec. Alfred Montmarquette, Joe Bouchard. Puis là, il nous laissait parler. Puis à un moment donné, il dit, regardez, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Puis là, il nous a emmenés dans une grande pièce. Puis la porte était fermée, il ouvre la porte, il ouvre la lumière. Puis c'était tous des disques, 78 tours. Mais il y en avait, là, les murs étaient pleins. Tout le tour, du plancher aller jusqu'au plafond. Puis il dit, ma collection, il dit, elle est pas mal complète. Il dit, au niveau de la chanson française, il dit, j'ai tout.
Puis il dit, en musique traditionnelle, il dit, j'en ai beaucoup. Mais effectivement, il y avait une collection énorme. Puis lui, là, j'ai dit, est-ce que ça vous dérangerait qu'on viendrait pour les enregistrer? J'aimerais ça avoir ces pièces-là. Il dit, bon, ça va me faire plaisir parce qu'il dit, je ne les ai jamais écoutées. Lui, tout ce qu'il savait, c'est les numéros. Puis à partir du numéro 1, aller jusqu'au dernier, ils avaient tout. Puis s'il y avait un trou, ben, il travaillait à fond pour le remplir. Mais c'est ça. Comme les cartes de hockey. Effectivement, oui, c'est un collectionneur de disques. Lui, c'était pas un mélomane. Puis là, effectivement, là, pendant des soirées de temps, on allait chez eux, puis on enregistrait. Puis il était très généreux avec nous autres. C'est ça qui est fun, parce que dans ces années-là, bien, si on voit le film de la Bolduc nous le raconte un peu, c'est que les gens pouvaient aller enregistrer les disques eux-mêmes. Donc, il y a des collections extraordinaires à avoir à ce niveau-là, même de gens qui ne sont pas devenus aussi connus que la Bolduc, là, mais il y a une trace, il y a un patrimoine là-dessus qu'on peut aller chercher facilement. Oui. Effectivement, là, il y a plusieurs grandes vedettes du disque au niveau de l'accordéon. Donna Lafleur, Joe Guillemette qui était à Rimouski. Puis ces gens-là, ils n'ont pas fait beaucoup de disques. Théodore Duguay, il y a seulement que deux disques qui sont restés. Parce que la compagnie, comme pas, avait passé au feu, je pense. Mais il y en a des tonnes de musiciens. Puis ça, c'est un répertoire qui était pratiquement perdu. Puis, tu sais, des fois, il y a des modes là-dedans. Fait que là, les gens réapprennent toujours les mêmes pièces. Fait que là, ben, ça, c'est un travail que Philippe Bruno avait fait au début, là. Fait que là, on comprenait des airs qui étaient plus joués, qui étaient perdus. Fait que ça aussi, c'était important. Puis on l'a fait avec plaisir. Merci beaucoup, M. Ouellette. Quand on parle de maître de tradition vivante, ben voilà. Vous avez un don pour la passation et ça nous fait plaisir de pouvoir avoir encore ces informations-là et de vous avoir avec nous encore aussi parce que, faut pas se le cacher, vous êtes un monument pour nous. Vous avez été hommagé un peu partout. Et malheureusement, on dit souvent, nul n'est prophète dans son pays. Il faut prendre conscience que cet homme-là a vraiment fait beaucoup pour l'accordéon et pour la région. Merci, M. Ouellette. Je me suis amusé beaucoup également. Oui, hein? On le sent. Ça fait plaisir à voir.